Bon, il y a bien sûr toute une histoire, voilà, des langages et de la culture, des siècles bien sûr d'asservissement en fait qui après se traduisent dans le langage. Mais comme ça, il y a plein des petits mots quotidiens qui reflètent la culture du mexicain. Ahorita, ça signifie dans un petit moment. Ça peut être Paul, est-ce que tu veux bien m'amener l'iPad? Tu vas me répondre ahorita. Mais ahorita, ça peut être ahorita maintenant, ça peut être dans 5 minutes, dans 15 minutes, dans une heure, cet après-midi, demain, la semaine prochaine, dans 3 mois, ou peut-être jamais. Donc, forcément, ça crée quand même pas mal de soucis pour une organisation de ne pas savoir quand est-ce que les actions vont prendre place. Bonjour Andrea, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je suis ravi que tu m'accueilles ici dans les locaux de Depiltech à Mexico. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, pour commencer ce nouvel épisode des Leaders sans frontières, je vais te laisser te présenter, me raconter ton histoire, tes origines, ton parcours résumé en 2 minutes et tes fonctions actuelles. Très bien, Paul. Ben, merci beaucoup déjà et bienvenue au Mexique. Bienvenue dans le centre de Piltec Roma Sur. Merci. Je suis ravie que tu me donnes l'opportunité de parler de mon histoire et de pouvoir entretenir cette conversation avec toi. Super. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur du coup ton parcours, te présenter? Bien sûr. Alors, Andrea Tiburcio, je suis mexicaine de naissance, française d'adoption. Je suis née à Mexico en 86. Ouais. Mes deux parents sont mexicains. Mes parents, c'est ce qu'on appelle à Mexico City des chilangos. Ce sont en fait des gens qui sont nés, pas à Mexico, mais qui ont habité où ils passaient la plupart de leur vie. D'accord. Donc, mon papa est né à l'état de Veracruz et ma maman, elle vient de l'état de Oaxaca. Donc, alors très rapidement, pour le faire en 2 minutes, à 14 ans, en fait, j'ai la chance de remporter une bourse scolaire au lycée franco-mexicain. Ça va bouleverser complètement ma vie. À 16 ans, je vais partir pour une dizaine d'années en France, en fait, faire des études, du coup, universitaires et avoir mes premières expériences professionnelles. Et c'est en 2012, en fait, après 10 années passées en France, que je rentre au bercail, comme on dit. J'ai appris pas mal Expression des... bien française. Exactement, j'ai appris pas mal d'expressions françaises à la fac. C'est eux qui ont fait toute ma culture, tous mes copains, en fait, des bons de la fac. Ok. Donc, une fois que je rentre au Mexique, là, je travaille dans l'accompagnement, en fait, de sociétés à l'étranger. Moi, je suis diplômée d'un DUT technique de commercialisation. J'ai fait un bachelor degree en Angleterre et ensuite un master management et commerce international à l'université Aix-Marseille, que je crois que tu connais bien. Oui, exactement. Donc, je reviens au Mexique pour faire de l'accompagnement en fait aux sociétés françaises, donc surtout des PME très sectorielles dans le secteur de l'industrie, très spécifique. Et de ce fait, je découvre en fait et je commence mon métier. J'ai fait ça pendant 8 ans. En 2017, bon, je finis ma carrière. J'étais surtout fonctionnaire dans les chambres de commerce, au Pays d'Arles, à la région PACA. Mais quand je décide de rentrer, j'ai la chance de pouvoir être accompagnée par la CCI d'Arles dans un dispositif justement d'exportation. Et à la fin de ce contrat, je me tourne en fait en me disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans la fonction publique ou je vais dans le privé? Et j'ai l'opportunité de rejoindre le bureau de Business France. Comme tu le sais, Business France, c'est le service commercial de l'ambassade de France au Mexique. Et je travaille dans le secteur industrie et clean tech pendant 2-3 ans avec eux. En 2017, voilà, étant mariée, 3 enfants, une famille qui s'agrandit, je décide de quitter la fonction publique pour me lancer dans le monde entrepreneurial. Donc aujourd'hui, je suis master franchisée de Ouais. l'enseigne Debiltech. D'accord, c'est une enseigne, la marque, ça fait 10 ans qu'elle est au Mexique. On va bientôt fêter notre anniversaire, mais la filiale a été montée en 2020. Il faut savoir en fait que Depiltech est un réseau de franchise qu'aujourd'hui je gère et que je porte 2 casquettes. Une casquette de franchisseur et une casquette de franchisé. J'ai évidemment 3 points de vente à mon actif, donc tu es dans le sein de ces 3 points de vente. Ok. Je suis aussi membre du conseil de la CCI franco-mexicaine et actuellement, j'ai copilote en fait le comité des entrepreneurs français de l'étranger avec Cédric Tintroul, que tu connais
connais bien Oui, aussi, et qui m'a donc présenté à toi et permis aujourd'hui de te rencontrer et de pouvoir m'exprimer. tout à fait. On va revenir sur la genèse de ton parcours et de ta rencontre avec la France. Parce que comme tu l'as dit, tu es né au Mexique, de parents mexicains. Tu n'avais pas forcément Enfin, tu connaissais pas la France. Tu as appris d'abord l'anglais quand tu étais petite. Est-ce que tu peux me raconter l'origine de cette rencontre avec la culture française? Oui, bien sûr, Paul. Alors, à 14 ans, donc, comme je te disais, j'ai l'opportunité donc de remporter cette bourse au lycée franco-mexicain. Donc là, C'est tu es au lycée franco-mexicain, tu es scolarisé au lycée Alors, franco-mexicain. non, je te raconte. En fait, il y a un programme, un Ouais, dispositif qui s'appelle cours intermédiaire. Ces dispositifs cours intermédiaire est une initiative entre le ministère de l'Éducation mexicain, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, et le lycée franco-mexicain. Ils sont un programme, c'est un programme en fait qui se déroule une année, on va dire, charnière entre la troisième et la seconde, donc la fin du collège, le début du lycée, dans laquelle le lycée franco-mexicain offre la possibilité à des élèves dits ou ayant un parcours d'excellence d'intégrer le système français. Donc le but, c'est une année apprendre le français, pouvoir en parler, pouvoir écrire, s'exprimer, rattraper tout ce que nous, on n'a pas appris quand vous étiez petit, les comptines, les champs sémantiques, etc., etc., jusqu'à arriver à la littérature, Ionesco, Baudelaire, et je t'en passe. Et à la fin de cette année, en fait, le but, c'est de savoir si tu es prêt ou non pour pouvoir aller dans le cursus seconde, première, terminale, et à la fin, obtenir ton bac. Il faut savoir quand même que ce programme se fait dans un cadre où on cherche en fait à former beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus de techniciens, beaucoup de métiers qui est de l'affinité avec l'engineering. Donc moi, à l'époque, je ne voulais pas faire des études des scientifiques, alors je ne le savais pas, mais je voulais plutôt m'orienter vers un parcours économique et social. ok. Donc pour pouvoir faire un bac ES et pas un bac S, je me rends compte que je dois partir quelque part en France parce que ma bourse ne me permet pas, en fait, d'intégrer ce programme. Donc voilà, je me retrouve à la cour, voilà, en seconde, en médecine. Il faut absolument que je trouve une solution. Entre-temps, on a la fête des 15 ans, les quinceañeras. C'est très, très important au Mexique. C'est une fête qui ressemble un peu à un mariage. C'est vraiment les Mexicains, ils mettent beaucoup de cœur. C'est quelque chose de très important et traditionnel. Et ça consiste en fait en présenter en fait les filles en société. C'est-à-dire, ah, ça y est, j'ai 15 ans, quelqu'un pourrait m'épouser. Et c'était un peu une tradition. Aujourd'hui, c'est devenu quand même une grosse fête, un peu une illusion qui ont les petites filles de pouvoir s'habiller avec une belle robe, danser, être entourées de leur famille. Mais bon, évidemment que c'est quelque chose qui est assez coûteux, onéreux. Donc, à l'époque, mes parents me disent, bah, écoute, c'est très simple, ou la fête des 15 años, ou le voyage en France, parce qu'à l'époque, ils s'organisaient le voyage en France. Et je décide donc de partir en France Ok. à l'âge de 15 ans pour fêter mes 15 primaveras, comme on dit. Et je rencontre pour la première fois de ma vie l'Europe. Donc ça, ce fut mon premier choc culturel. Je reviens en me disant, mais pourquoi ces gens qui ont deux pieds, deux mains comme moi, bah, ne vivent pas comme moi, n'ont pas connu ni rencontrent le même niveau de développement? Et ça commence vraiment à m'intriguer. Donc de là, je me dis, il faut absolument que j'aille en France. Je me rends compte aussi que à l'époque, j'arrivais quand même à écrire très bien le français, mais j'avais honte de parler parce que il y a quand même beaucoup de mots, les tu, les e. J'ai toujours mon petit accent, mais j'ai essayé vraiment de l'améliorer et puis de me dire si je ne vais pas en France, en fait, je ne parlerai jamais français. Donc, c'est comme ça que je pars. J'embête beaucoup. Donc, bon, comme tu le dis si bien, moi, mes parents ne connaissent rien de la culture française. Je suis là vraiment la première à avoir eu cette opportunité. Et ils me disent, bah, écoute, si tu veux partir, fais tes recherches et au bout d'un moment, on verra si on peut ou pas te soutenir dans cette démarche. Comme je te disais, il y avait le proviseur à l'époque, Monsieur Serge Faure, qui travaillait au LFM et qui me voyait censé s'embêter sa secrétaire. Alors, pourquoi j'ai embêté sa secrétaire tous les jours à la Donc là, c'était rentrée? au lycée Voilà, français à là, Mexico. j'étais déjà au lycée, j'étais en seconde AD, seconde adaptation, ils s'appellent ça comme ça pour les gens qui font ce parcours. Bah, parce que je connaissais rien de la France, donc à part dire Paris et me dire ah bah ça doit être une grande ville comme Mexico, je n'avais pas forcément une idée très claire et précise. Donc la première fois j'arrivais, je disais alors Bordeaux, ça dit quelque chose?
Nantes, Nantes. Alors, tu peux me dire comment c'est, Nantes? Il pleut pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était elle, gentiment, qui m'orientait, en fait, dans mes recherches. Et quand le professeur, en fait, au bout d'un moment, s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette gamine, à embêter ma secrétaire? Un jour, il m'a dit, bon, bah, maintenant, tu vas me dire qu'est-ce que tu veux? Et je lui raconte mon projet. Donc, partir. Et là, il me dit, tu peux compter sur mon soutien. J'étais proviseur au lycée d'Embrun et je peux te faire une lettre pour que tu fasses accepter. Alors, je ne sais pas si tu sais où c'est Embrun, parce que j'ai connu pas mal des Français qui ne connaissent pas. C'est une toute Ouais, à côté petite de ville. Grenoble, Voilà, c'est entre Gap et Briançon. entre C'est Gap et Briançon. dans les Hautes-Alpes. Et c'est vraiment un tout petit village. Il doit y avoir 6000 Ouais. habitants, comme je dis souvent, si on compte bien les vaches et les moutons. Mais vraiment, le gros choc. Ok. Et quand tu dis le gros choc, qu'est-ce qui, entre le moment où tu arrives pour ton lycée et peut-être si on prend cette période avec tes études universitaires, quel a été ton plus gros choc culturel? Alors, il y a eu plusieurs, mais je vais te raconter, je pense, celui qui aussi, à titre personnel, m'a profondément touchée. La gestion du temps, par exemple, c'est quelque chose de complètement différent. Alors bon, déjà, moi, je suis passée ma ville des 22 millions de personnes à Embrun. Donc bon, ça 6000. fait quand même, ça fait quand même un choc significatif. Je me rappelle arriver à Embrun et dire, «Mais écoutez madame à la gare, où est-ce que je peux prendre le bus? Ou quel métro? Quelle ligne?» Alors, la dame de l'internat rigolait, me disait: «Mais non ma petite fille, tu descends du train et en fait tu marches et en 5 minutes tu seras au lycée». Donc, bah, déjà d'apprécier en fait au Mexique, on a quand même un rapport au temps, où on vit en fait de façon très, très rapidement comme dans toutes les grandes villes. Alors qu'en France, on se laisse vivre, on se regarde vivre, on a le temps, je trouve, de sentir le temps passer. Après, il y a dans le temps une grande particularité, la ponctualité. Ponctualité, quand même, c'est quelque chose voilà, qui est choquant. Je vais prendre le train, la SNCF. Alors, ouais, il y en aura beaucoup qui vont me dire, «Oh, mais Andrea, le train, ils sont toujours en retard, ils font grève». Oui, plus ou moins, parce que les gens sont habitués. Mais moi, la première fois que j'ai acheté un billet, que le billet était à 12h58, je dis, mais ça va pas la tête. Mais pourquoi ils l'ont pas mis à 13h ou à 12h50? Enfin, pourquoi ces jours-là? Et puis j'ai vu qu'il y avait des trains à 11h43, à 15h22. Donc, j'ai pas compris sur le coup. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est à 15h22, mais qu'il part à 15h25. Non, 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 non. Le jour où j'ai compris qu'en fait, si le train il était à 14h58, c'était parce qu'en fait, à 14h57 et 59 secondes, il fallait déjà que tu sois dans le train. Parce qu'à 14h58, il y a le son là qui dit le train part et tu ne peux plus rien faire. En fait, à 15h58 et 2 secondes, tu es déjà en retard. Bien sûr. Non, voilà, c'était un gros choc Ok. culturel. Tu fais tes études, le début de ta carrière en France, et puis tu l'as très bien expliqué en introduction, tu reviens au Mexique. Pareil, quand tu rentres de ton expatriation, comment est-ce que tu vis le choc culturel de te réadapter à ton pays? Oui, alors ça, c'est quelque chose que vraiment j'avais jamais envisagé. C'est-à-dire, Ouais. comme je suis née ici, comme j'avais passé toute ma vie ici, comme j'avais rien en fait d'étranger, ben, on vit pas mal dans sa bulle et dans son monde. Donc, quand je reviens, je me dis, il va falloir que je me réadapte à ma propre culture et à mon propre pays. Et ça, je pense que c'était vraiment un challenge. Je vais te donner un exemple. Le silence, le bruit. Voilà. En Europe, en fait, on ne se rend pas compte, mais les gens parlent tout doucement en France, dans le train, dans les restaurants. Les gens aiment beaucoup avoir des conversations et ils se parlent. Et puis, il y a des moments de silence. Et puis, les gens ne disent rien. Quand je suis revenue au Mexique, ben, je me suis rendu compte qu'on passait notre vie à crier. On crie, on a cette culture espagnole où on parle c'est même pas qu'on a envie de se faire remarquer, c'est que ça fait partie de notre culture de parler de façon très haute, de te faire remarquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les restaurants ici au Mexique, tu peux presque pas parler. Tu as toujours la musique à fond. Alors nous, les latinos, côté musique, bah, on adore ça. C'est motivationnel pour nous. Et il y a des sons comme la salsa, comme la cumbia, comme le reggaeton, qu'on adore en fait écouter lorsqu'on fait le ménage, par exemple. Et puis on ouvre ce fenêtre,
parce qu'on veut faire profiter aux autres de notre musique, parce que c'est ça notre mentalité. On est en train de profiter, de passer un bon moment, et puis que les autres en profitent aussi. Quand je suis revenue, je me suis dit, oulala, la petite dame du troisième, si elle pouvait fermer sa fenêtre et baisser sa musique, ça serait pas mal, madame. Donc c'est là où, voilà, choc culturel, je me réadapte et je me dis, non, mais en fait, moi aussi, j'étais comme ça. Ok. On va venir sur revenir sur ton aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu peux me raconter l'aventure d'Epiltech? Donc, tu l'as expliqué, tu travailles chez Business France et tu te poses la question ensuite de rester dans plutôt la partie publique. Avec Business France, tu es venu sur la partie publico-privée, je veux dire. Tu étais déjà un peu en hybride. Et quelle est l'histoire d'Epiltech? Comment est-ce que tu fais le choix d'aller sur cette aventure de gérante d'entreprise plutôt? Bien sûr. Bon, déjà, il y a bien sûr le côté accompagnement d'entreprise. Ce que je te dis est vraiment devenu mon métier. Être business developer, il faut savoir quand même que dans l'âme, je suis commerciale. J'ai tout vendu depuis toute petite. À 10 ans, je montais la compète à la sauce de l'école parce que je vendais les bonbons moins chers. Ouais. Dans ma classe, à 15 ans, je vendais des déboires. Donc, vraiment, vraiment, le commercial a toujours été présent dans ma vie. Et étant chez Business France et même à la CCI, j'ai toujours eu des missions en fait commerciales. Il s'agit, oui, d'accompagner, oui, de faire des dispositifs, d'importation, d'exportation, de recherche de partenaires, d'information sectorielle, ça dépend, c'est divers et varié. Mais il y a toujours un objectif chiffré derrière. Malgré ce que les gens puissent penser, je me suis rendu compte qu'il y avait une mauvaise un petit peu appréciation des gens qui travaillaient dans la fonction publique. J'ai vu en France, ce sont des gens qui sont traités comme des fonctionnaires, des salariés, qui n'ont pas forcément d'initiative ou de perspective d'évolution. Alors que moi, de mon parcours et de mon vécu, j'ai plutôt vu et trouvé des gens dynamiques. Donc, comment je me retrouve là-dedans? Bah, simplement, à la fin de Business France, j'avais une belle équipe. J'étais attachée commerciale industrie clean tech sous la direction de Philippe Garcia à l'époque. J'avais énormément de boulot dans la représentation. Tu sais, c'est des métiers très PR, les cocktails, les délégations, il faut sans cesse bouger. Et étant jeune maman d'un petit Emilio, je me dis au bout d'un moment que ça va pas le faire, que si j'ai envie vraiment d'avoir d'autres enfants et faire grandir ma famille, il fallait que je fasse d'autres choix sans forcément arrêter de travailler. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais envisagé. Donc, l'entrepreneuriat se montre à moi comme quelque chose, j'ai envie de dire, presque d'inné, de proposer, quelque chose qui était là, en fait. Mais très sincèrement, j'avais peur. Comme tout le monde, voilà, je voulais être employée, collaboratrice, avoir un salaire, pouvoir avoir des droits, des bénéfices, et puis, bon, bien sûr, contribuer à la création des valeurs de la société. Mais on est quand même dans une zone de confort et rassuré. Donc, de me mettre, en fait, de m'élancer dans une aventure entrepreneuriale, ça a vraiment changé mon style de vie, ma philosophie. J'ai décidé d'accepter parce qu'en fait, ça s'inscrivait très bien dans le cadre de l'accompagnement d'une société. Alors là, j'étais plus dans l'industrie, dans les clean tech, dans ce que je faisais avant, mais j'étais dans le secteur de la beauté. Donc c'est quelque chose où je me suis dit, je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice. Ok. Aujourd'hui, d'Epiltech au Mexique, vous avez 5 centres, un sixième qui va ouvrir à la fin du mois de mars 2025. On est actuellement en mars 2025. Est-ce que tu peux me donner les axes de développement de Depiltech au Mexique? Oui, alors très rapidement, Paul, Depiltech, en fait, est une marque qui a été lancée en France Oui. en 2011 par Paul et Jean-Baptiste Mauvenu, donc deux frères qui ont su vraiment mettre en place un modèle économique, moi je dirais fracas-taboum, c'est-à-dire vraiment le modèle économique qui réussit à tout le monde, qui est généreux avec les franchisés, avec les franchiseurs, avec les collaborateurs, donc un modèle win-win-win. Un modèle d'expansion économique externe, c'est-à-dire on finance sa croissance avec les investissements des franchisés. Et puis, c'est quand même une enseigne qu'en moins de 3 ans a réussi à avoir 80-90 centres en France. Donc, une force de frappe intéressante, une PME vraiment dynamique.
il décide en fait en 2014, très très tôt, il commence à se poser des questions pour s'internationaliser. Et à l'époque, les frères Monvenu avaient un ami, Régis Bonnet, qui habitait au Mexique. Et il se retrouve l'été en France en lui disant ben, Régis, que deviens-tu? Bah, moi, à l'époque, Régis était VIE dans l'industrie pharmaceutique. Et dit, ben, moi, voilà, je vais finir mon VIE, je suis à la recherche de travail. Et Paul lui dit, bah, pourquoi on ne montrait pas un centre de Piltech au Mexique? Donc, Régis, en fait, était rapporteur d'affaires. Il monte toute l'affaire. Il commence vraiment à poser les premières pierres de la marque. Et lui aussi, aujourd'hui, est un franchisé. Il a 2 points de vente, Polanco et Mm. Santa Fe. Et aujourd'hui, très impliqué, en fait, toujours dans l'enseigne. Mais pareil, il a décidé à un moment donné de réduire son élan. Et c'est là où, en fait, Paul me propose, justement, à l'époque, on avait un directeur, Jérémy, qui dit, bah, Andrea, puisque tu as un parcours où tu as l'habitude d'accompagner des entreprises, bah, on serait intéressé pour que tu puisses reprendre ce projet. Et en 2021, on crée la filiale. Donc, Dépiltec au Mexique, aujourd'hui, c'est bientôt 6 centres. On va faire l'inauguration, comme tu dis, à la fin mars, à Satellité. On a 4 centres, en fait, dans la ville de Mexico. Un centre à Satellité et un centre à Monterrey, à San Pedro Garza Garcia, dans le nord du pays. Quelle est ta vision du leadership? Est-ce que tu peux m'expliquer comment cette double culture française et mexicaine aujourd'hui t'ont amené à repenser peut-être tes valeurs de travail? Ça a évolué au cours du temps, au fur et à mesure que tu es avancé dans ta carrière en France, puis pour revenir au Mexique. Qu'est-ce que c'est un leader pour toi? Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui va inspirer, en fait. Pour moi, déjà, la plupart des leaders naissent. Et ensuite, bah, ceux qui n'ont pas cette chance-là de naître leader vont se former pour le devenir. Mais pour moi, un vrai leader, c'est celui qui va inspirer. Alors, du côté franco-mexicain, la culture française ou mexicaine, je crois que c'est plus dans l'application du management qu'il y a des différences. C'est-à-dire que la place du leader va rester celle de quelqu'un qui inspire, mais c'est dans le management qu'il va faire ou qu'il va appliquer à ses équipes qu'on va trouver des différences. Je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, je te dis, je porte la casquette de franchiseur et des franchisés. Tout comme quand j'étais à Business France, du côté franchisseur, j'ai plutôt du profil Bac+5, Margot Merle, qui a été notre VIE aujourd'hui, qui est country manager, travaille à mes côtés. Donc, on va dire qu'on a un profil Bac+5, si on a envie de dire les choses comme ça. Et puis, de l'autre côté, j'ai aussi tout un réseau des photothérapeutes qui sont les filles qui sont au quotidien dans le terrain, qui font la prestation de service. Bon, je pense que le leader est le même, ça doit rester le même. Et ce qui change, c'est le management. Par exemple, on se rend compte que pour des gens Bac+5, on va avoir un management beaucoup plus participatif. C'est-à-dire, on va les prendre en compte sur les processus des prises de décision. On va donner des missions intéressantes avec des défis intellectuels. Ce sont des personnes, en fait, qui vont avoir besoin d'un feedback très structuré. Savoir quels sont les points. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, en fait, argumenter. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt un style de management transformationnel ou inspirationnel. Du côté des photothérapeutes, on va être dans un management beaucoup plus participatif, beaucoup plus démonstratif. Ça va être de l'accompagnement opérationnel. Ça va être ce que j'appelle du faire-faire. Viens avec moi, Paul, on va rentrer en cabine, je vais te montrer. Si tu veux, demain, on fera la RDI ensemble, le rendez-vous d'information. Donc, je trouve que c'est un management qui devient beaucoup plus humain, beaucoup plus bienveillant et qui permet en fait l'importance, si tu veux, qu'il y a l'ambiance au travail. Je veux dire, dans les deux cas, c'est important, bien sûr, d'avoir une ambiance au travail. Mais pour le management opérationnel, c'est encore plus important de pouvoir justement les accompagner. Donc, entre les deux, je te dirais qu'il faut une communication claire, plus analytique pour le profil qui s'y prête, plus démonstrative pour ceux qu'il faut accompagner sur le terrain. Je peux aussi te dire que ce qui marche, c'est surtout de mettre les gens autour d'une vision commune ou d'un projet commun. On revient toujours pareil, il faut que les projets soient win-win pour tous, pour que tout le monde puisse trouver non seulement son intérêt, mais sa place dans l'organisation. Ok. Donc, c'est expliquer le pourquoi on fait ça, expliquer la vision. Comment est-ce que tu fais pour accompagner tes collaborateurs et tes collaboratrices
parce qu'il y a tout un volet formation également. Tu évoquais en off, des fois, c'est difficile quand tu n'as pas forcément fait des études de calculer, de calculer un prix hors taxe, TTC, etc., d'aller faire des réductions. Comment est-ce que tu fais pour accompagner tes collaborateurs, tes collaboratrices dans tes centres et les faire monter en compétences? Oui, en fait, bon, il faut quand même avouer qu'on a une petite lacune éducative au Mexique. Alors, comme je te le dis, moi, je viens du système national mexicain où, en fait, on prône beaucoup la mécanisation, la mémorisation. Euh, on est un peu des bons petits perroquets. On apprend et puis on répète. Et puis, si c'est bien, on fait beaucoup de QCM. Les notes sont sur Mm. 10. Du côté français, quand même, ça n'a rien à voir. Là, on est dans l'analyse, dans l'esprit critique, dans les dissertations, dans l'organisation de la pensée. Donc, que tu le veuilles ou non, des choses simples comme lire, écrire et compter, bah, deviennent en fait de vrais défis au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que nous-mêmes, nous formons en fait toutes nos opératrices pendant 3 semaines et on revoit et on recommence depuis les basiques. Je te donne un exemple. On commence forcément en disant, j'ai acheté une pizza à midi, je vais manger la moitié. Est-ce que tu peux me dire quel est le pourcentage de la pizza que je vais manger? Alors ça peut paraître simple. Il y a des gens qui peuvent dire, ah non, mais des gens de quatrième peuvent répondre à cette question. Oui et non. Il y a des enfants, quand même, où on a quand même des profils avec des gens qui n'ont pas peut-être pris le petit déjeuner avant d'aller à l'école. Nous, on a des écoles où à 13 heures, tout est fini. C'est pas des écoles comme en France jusqu'à 17 heures aussi parce qu'on est trop nombreux. Donc la qualité éducative doit quelque part être palliée, moi je trouve, dans les premières expériences et aussi professionnelles des gens. Ce qu'il faut prendre en compte, Paul, c'est le profil. Forcément, moi, mes téléopératrices, mes opératrices, ce sont des personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir accéder à un cursus universitaire. Parmi les 30 filles aujourd'hui qui travaillent chez Depiltech, je pense qu'il doit y en avoir une qui a eu la chance d'aller à l'université. Donc ça aussi, ça, si tu veux, on n'a pas les mêmes compétences, mais parce qu'on n'a pas les mêmes opportunités. Donc on essaye de les former, on a créé le centre de formation, on leur donne aussi des formations en management pour celles qui deviennent responsables, des formations bien sûr quand elles sont intéressées en français. Par exemple, on a eu le cas de quelqu'un qui nous a dit, j'ai envie d'apprendre français. Bien sûr, on a trouvé un co avec l'IFAL. Donc, on les encourage tout le temps à finir leurs études, soit online, soit le samedi, soit le dimanche, soit le lundi, soit le soir. On dit dans les entretiens, c'est très important en fait que tu puisses conclure au moins ton lycée. Le baccalauréat en tant que tel n'existe pas au Mexique comme diplôme. Il y a évidemment un diplôme de fin d'études, mais au moins de finir le lycée, ça permet déjà de faire un bon point. Ok. Comment est-ce que tu fais pour encourager tes collaborateurs à prendre des initiatives au Mexique? On parle beaucoup de la peur de l'échec. Le micromanagement aussi, c'est quelque chose que je m'aperçois qui est assez récurrent. Est-ce que tu peux me parler de ces outils que tu donnes à tes collaborateurs et collaboratrices pour prendre des initiatives, et également évoquer la notion de la hiérarchie, le regard sur la hiérarchie et le regard sur la parole donnée? Très bien, mais ça fait pas mal des sujets. Oui. La hiérarchie, la parole, mais effectivement, ils sont tous très, très importants. Bon, déjà, si tu veux, on peut commencer par le micromanagement. Le micromanagement, c'est quoi? Ben, c'est la peur de la perte de contrôle. Donc, c'est parce qu'on n'a pas instauré un climat de confiance suffisamment fort qu'on doit être sans cesse derrière les personnes. Est-ce que tu as envoyé le mail? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Donc, je pense que ça, c'est vraiment à remplacer par un leadership de confiance. Qu'est-ce qui peut empêcher ce leadership de confiance? Bah, le turnover qu'il peut y avoir. Pour te donner un exemple, moi, j'ai des personnes qui font 6 mois, 4 mois, et qui me disent, ouh là là, vous vous rendez compte déjà de l'expérience que j'ai aujourd'hui? J'ai fait 6 mois chez Depiltech. Nous, on leur dit, on considère qu'avoir une expérience significative pour toi, pour ton CV, pour ta carrière, c'est rester minimum 2 à 3 ans. Mais ce sont des métiers qui ne peuvent pas remplir ce critère. Donc déjà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de micromanagement, parce que les gens rentrent, ne sont pas forcément formés, préparés, et on n'a même pas le temps, en tant que leader, que responsable, de justement pouvoir créer ce climat de confiance. Sur la partie, tu me disais, micromanagement et peur de l'échec, Oui. qui va un petit peu de la main.
Ce qui est compliqué, c'est de permettre aux gens de se tromper. Déjà, il ne faut pas que ça coûte trop cher à l'entreprise. Il faut accepter en fait que l'erreur et l'échec sont des moteurs de croissance. Or, dans une culture où on n'a pas souvent le droit de se tromper, c'est sûr que les gens ont plutôt tendance à cacher ce qu'ils ne font pas bien, plutôt que de dire moi je ne fais pas bien ça et j'ai besoin d'aide et j'aimerais qu'on m'aide à réussir en fait, à aller de l'avant. Donc je trouve que cette peur d'échec, si elle est accompagnée en fait par un bon management, un bon encadrement, elle peut être transformée en moteur de croissance, mais encore faut-il avoir le temps de mettre en place ce processus dans la société. Ok. Sur la partie hiérarchie parole, on est des latins, t'as pu le remarquer. La parole est quelque chose de très important, surtout dans le business. Aujourd'hui, il y a encore des personnes au Mexique, dans le nord du pays, à Monterrey, qui font du business en disant je t'ai donné ma parole et je te fais confiance. Chose que, par exemple, se fait pas beaucoup chez les Européens. J'ai rarement vu un Danois ou un Français ou un Portugais dire non, mais je te fais confiance. En fait, c'est je te fais confiance, mais tu vas quand même me signer ce petit papier. La parole est vraiment très, très, très importante. Il faut aussi faire attention, il y a une certaine susceptibilité chez les Mexicains. C'est pas à l'américaine, mais il faut quand même toujours essayer de ne pas s'émettre des critiques de façon trop directe et pas non plus face à l'équipe. Si on a vraiment quelque chose à dire, ce qu'on dit, c'est on félicite en public et on donne un feedback constructif en privé. Ok. C'est-à-dire, ça va être, la parole va être quand même très important. Je pense qu'en Asie, c'est un petit peu pareil. Le Mexicain n'aime pas perdre la face. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faudra faire attention. Et la hiérarchie. Alors, La la hiérarchie. hiérarchie, ça, pareil, c'était un choc culturel quand je suis revenue. Les gens s'appellent ici beaucoup par leur titre, donc c'est très important, licenciado, maestro, doctor. Et puis les gens aiment bien, dans leur signature, ils montrent leur degré académique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas du tout aux États-Unis, par exemple, ou en Europe, mais auquel on est très attaché. Et puis, les organisations ont quand même tendance à avoir des structures un peu pyramidales. Ça ralentit quand même la prise de décision, le bon fonctionnement de la société, mais surtout, euh, ça, de mon point de vue, ça permet pas en fait de fluidifier correctement la parole, la communication, la confiance. Donc, on va avoir beaucoup de moments, j'ai envie de dire, très professionnels, une réunion, qu'est-ce que vous en pensez de mon projet? Mais on sait que c'est pas là qu'on va avoir un vrai feedback. C'est-à-dire, un Mexicain, il va pas prendre la parole pour dire ah non, mais ça va pas du tout le projet, moi j'aurais fait ci. Ça, ce sont des choses qui vont se faire après. En fait, tu peux aller prendre un café avec quelqu'un, lui dire bah alors qu'est-ce que tu as pensé de mon projet. Euh, on va jamais en fait se mettre en avant par rapport à son patron devant l'équipe ou des autres personnes. Donc la hiérarchie, il faut du respect. Il faut comprendre que ce sont des valeurs en fait intrinsèques et relationnelles des collaborateurs. On peut penser que un bon collaborateur est quelqu'un qui performe, qui a des très bons résultats, un petit peu à l'américaine, qui arrive toujours à ses objectifs et qui les dépasse. Au Mexique, il va y avoir quand même d'autres éléments qui vont justement euh, être pris en compte pour dire que quelqu'un est performant. La loyauté, le respect de la Mm. hiérarchie. En fait, des choses qu'en Europe, on ne prend pas forcément en compte. Ok. Sur cette notion de performance, est-ce que tu peux m'expliquer justement comment tu fais évoluer, comment déjà tu fais comprendre à tes collaborateurs et collaboratrices cette notion de performance qui est pas la même qu'en France par exemple, et est-ce que tu peux m'expliquer les opportunités que tu offres aux meilleurs éléments du fait de dire que ce n'est pas qu'une pyramide et que tu peux faire ton chemin et on peut t'ouvrir ta propre pyramide et on peut t'ouvrir
ta propre aventure avec ton propre centre d'Epiltech, par exemple, si ça fonctionne très bien. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cet aspect-là, cette notion de performance? Oui, bien sûr. Bon, comme je te disais, c'est le grand choc culturel parce que en Europe, on prône vraiment cette efficacité, cette efficience. Il y a d'ailleurs plusieurs mots dans la langue française, au détriment d'autres compétences que moi je dirais humaines ou intrapersonnelles. Au Mexique, c'est très compliqué quand je suis revenue et quand j'ai commencé ce métier chez Depiltech. Quand j'arrivais et que je posais la question à mes filles, aujourd'hui, comment ça s'est passé ta journée? Donc les personnes me répondaient ou commençaient cette réponse par je sens qu'aujourd'hui. Alors je disais, on vient pas trop pour sentir. Enfin, si, on est des êtres humains, mais avant tout, on a une notion de mes objectifs clairs, un cadre précis et structuré. Par exemple, une téléopératrice, elle doit fournir 70 à 100 appels par jour. Donc, quand moi je lui pose la question, ce que je m'attendais naturellement qu'on réponde, c'est qu'on me dise, écoute, aujourd'hui, Andrea, j'ai fait 80 appels. Chose qui n'arrivait pas. Donc, c'est là où aussi on doit se réadapter dans cette performance. C'est pas forcément toujours arriver aux objectifs et être ultra performant. Ça va être quelque chose de mal vu, presque. Mais c'est de pouvoir, comme je te disais, accompagner cette performance. Et c'est grâce en fait à cet accompagnement que la performance va avoir lieu. Pour nos filles justement et pour le grand turnover que je rencontre dans ce métier, j'ai eu l'idée en fait de faire participer en fait les filles et de faire entrer ou de faire monter les filles dans le capital. C'est-à-dire quand on a ce que j'appelle une pépite d'uranium. Ça m'arrive, j'en ai eu une Isamar par exemple. C'est une fille qui, voilà, justement, je crois que c'est elle la seule qui a eu accès à un parcours universitaire. Malheureusement, elle n'a pas pu finir. Elle fait une licence en nutrition. Mais c'est une fille qui a l'âme d'une commerciale, qui est une leaduse en elle-même, qui obtient quand même des résultats incroyables et qui est censée en train d'accompagner ses équipes. Ce type de profil, ce sont des gens qui ont une grande force de travail, mais qui n'ont pas forcément l'accès au capital. Dans notre pays, Paul, on n'a pas la Banque européenne pour faire des prêts à 1, 2% ou presque gratuitement. Ici, les taux, on parle de 20 à 35%. Donc, quelqu'un qui voudrait, par exemple, créer une boutique ou un centre d'Epiltech a quand même besoin d'un certain montant qu'il ne pourra pas obtenir à la banque sans garantie. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est des gens qui ont évidemment ce travail, comme Issamal, mais on a aussi trouvé des investisseurs, des gens qui disent, écoute, moi j'ai de l'argent, j'ai un rendement tant à la banque, qu'est-ce que Depiltech peut me proposer pour faire mieux? Et là, on a eu l'idée en fait de créer un programme dans lequel on permet à des filles comme Issamal de créer leur propre centre d'épilation. Bien sûr, on les épaule, on les accompagne et de gagner son capital. C'est-à-dire, elles commencent le projet en ayant une participation petite qui va augmenter au fur et à mesure, bien sûr, avec des résultats. Du contrat de franchise, les contrats de franchise sont 7 ans. Donc, on fait en fait passer nos salariés d'un montant minimum de capital à un montant qui devient beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est quelque chose dont on est aujourd'hui fier, qui marche. On développe en fait beaucoup le ownership, le sentiment de ça m'appartient, c'est mon centre, c'est mon équipe, et pas ce côté-là mercenaire du capitalisme, je suis en train d'enrichir quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, en fait, de pouvoir offrir la possibilité à d'autres personnes de rentrer au capital d'une société. Et je trouve que pour l'engagement au travail, c'est vraiment quelque chose de motivationnel. Oui, c'est engagé par le sentiment d'appartenance du fait de dire c'est ma société et plus je travaille pour un actionnaire. Je comprends tout à fait. Ok. Il y a une notion que tu as abordée quand on s'est rencontrés la première fois, c'est les mots interdits. Les mots interdits en mexicain, et ça m'a beaucoup fait rire. J'aimerais que tu m'en parles de ces mots interdits dans ton entreprise qui sont très courants dans la culture mexicaine. Ahorita, lo que pasó, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que ça signifie et pourquoi tu interdis à tes collaborateurs d'utiliser ces mots dans leur activité au quotidien? Oui, bien sûr. Alors, toujours dans la réadaptation à ma propre culture et à mon propre pays, je peux ajouter aussi la redécouverte en fait étymologique du langage, des phrases en fait toutes faites qu'on répète depuis qu'on est enfant, mais qu'on n'a vraiment jamais compris ce que ça voulait dire.
Alors, la première fois que je me suis rendu compte de ce phénomène, c'est quand j'ai eu mon enfant, qu'il a commencé à parler et que je lui ai dit, Emilio, est-ce que tu peux. Puis il ne m'écoutait pas. Quand il se retournait, il me dit comment, maman? Alors, j'ai dit ah non, on dit pas comment, on dit mandé. Mandé, c'est un mot qui vient du verbe mandar, qui signifie commande-moi. Donc je me suis étonnée en fait en me disant: «Mais pourquoi on a ces traits de langage au Mexique où quand quelqu'un nous demande quelque chose, au lieu de lui répondre, «Bah, oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux?» on dit: «Non, mais commande-moi». Bon, il y a bien sûr toute une histoire, voilà, des langages et de la culture, des siècles bien sûr d'asservissement en fait qui après se traduisent dans le langage. Mais comme ça, il y a plein des petits mots quotidiens qui reflètent la culture du mexicain. Donc, le Mexicain, figure-toi, Paul, c'est un personnage qui, d'un coup, va se retrouver dans beaucoup de situations passives. C'est-à-dire, ça va jamais être de sa faute. Je vais te redonner un exemple. Le matin, quand quelqu'un il a un accident voiture, il va pas dire bah, j'ai causé un accident. C'est ce qu'il faudrait dire. On dit non, quelqu'un m'a causé un accident. C'est me chocaron. C'est toujours passif. En fait, il y a toujours des choses qui arrivent au Mexicain. Mais le Mexicain, il y est pour rien. Quand on est petit, je me suis surpris aussi à dire à mes enfants: «Ouh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es tapé? Mais tu t'es tapé avec quoi? Ah oui maman, la table». Bah, ça m'est arrivé, de me retourner et dire: «Oh là là, la table, mais dis donc, elle est pas gentille, elle te tape». Bon, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Non mais c'est de là que ça puisse, ses sources, son origine, c'est que depuis tout petit, on nous dit: "Me choco, me pego, me paso", mais c'est jamais de ma faute. Il m'est arrivé Et quelque il m'est chose. arrivé quelque chose, mais je ne l'ai pas produit, je ne suis pas responsable. Donc, dans cette série-là, au boulot, et puis dans la vie de tous les jours, il y a le connu et le fameux ahorita. Ahorita, ça signifie dans un petit moment. Ça peut être Paul, est-ce que tu veux bien m'amener l'iPad? Tu vas me répondre ahorita. Mais ahorita, ça peut être ahorita maintenant, ça peut être dans 5 minutes, dans 15 minutes, dans 1 heure, cet après-midi, demain, la semaine prochaine, dans 3 mois, ou peut-être jamais. Donc, forcément, ça crée quand même pas mal de soucis pour une organisation de ne pas savoir quand est-ce que les actions vont prendre place. Donc, moi, dans mon organisation, Laurita, c'est interdit. On répond avec oui, cet après-midi, je te l'apporte, ou alors demain matin. Mais les ahorita, c'est interdit. Et un autre mot que j'ai aussi interdit, c'est de commencer une explication par lo que pasó. Lo que pasó es que, parce que là, c'est pareil, ce n'est jamais la faute du collaborateur, c'est un ovni, un extraterrestre. Voilà, c'est toujours une cause externe qui est en fait à l'origine de la faute, mais jamais le Mexicain. Donc, lo que pasó, également interdit. On trouve tout de suite des solutions, mais on ne pose pas plus de problèmes et encore moins on se responsabilise. Enfin, on essaye de toujours se responsabiliser en fait. Ouais, ok. Donc responsabiliser tes collaborateurs, encore une fois, par l'utilisation de mots et d'actifs, pas de passifs. Exactement, Ok. même dans le langage et comme je te dis, culturellement. Quand on réfléchit, on se dit oui, il y a quand même pas mal de mots qui sont tournés d'une façon, avec une connotation qu'on répète, qui font partie de notre culture, mais qui sont pas forcément bons pour nous. Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Alors, dans ma carrière professionnelle, vraiment, j'étais partagée donc cette phrase de Monsieur Bongrain, en fait, qui dit dans la vie comme dans les sociétés, il ne s'agit pas de faire, encore moins de faire faire. Il s'agit de faire en sorte que les choses se fassent. Donc, j'ai compris que c'était en fait 3 stades du management d'une équipe. Quand il s'agit de faire, ben oui, on le fait nous-mêmes, on est très performant, ça se passe bien. Quand on fait faire, ben, ça y est, on a démontré qu'on a d'autres qualités et qu'on peut leader éventuellement une équipe. Mais on est derrière son équipe, ce qu'on disait, est-ce que tu as envoyé le mail, est-ce que tu as fait la vidéo. Faire en sorte que les choses se fassent, ça demande un autre degré. Un autre degré de leadership, un autre degré d'encadrement, un autre degré de management. C'est-à-dire, on va aller créer en fait un contexte pour que chacun trouve sa place, pour que chacun sache ce qu'il doit faire dans l'organisation et que on puisse en fait arriver à une vision commune et un but et un objectif qui va bénéficier et créer de la valeur pour tous.
Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui t'accompagne dans la vie? Moi, à l'âge des 13 ans, toujours très jeune, de par ma mère, elle m'amène dans un cours de programmation neurolinguistique. C'était la première fois de ma vie. Ma mère, elle me disait: «Beh, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je sens que ça va t'aider». Donc je l'accompagne. Au début, je me dis: «Oh là là, mais bon, déjà qu'on n'a pas beaucoup de moyens, pourquoi maman dépense, de l'argent dans ces choses-là?» Mais figure-toi que ce cours de programmation neurolinguistique a changé ma vie. Ils m'ont en fait partagé un petit papier que je pourrais te montrer, c'est 7 croyances, qu'au début, quand j'avais 13 ans, j'ai pas vraiment compris, mais qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent, toujours dans ma vie. Alors elles sont en espagnol. La première, c'est «Todo pasa para bien». C'est vraiment cette capacité qu'on a de voir la vie d'une façon positive et en restant optimiste, quoi qu'il se passe. Il y a no hay fracasos, solo resultados. Ça veut dire il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des résultats. El trabajo es un reto, donc le travail est un défi. No hay éxito duradero sin una entrega constante. Il n'y a pas de succès qui dure si on n'est pas en train de travailler constamment. Los mejores recursos son los recursos humanos. Donc, les meilleures ressources sont les ressources humaines. Et ça va me revenir la 7e. Ça me revient pas plus. Mais je te dirai. Super. Mais voilà, c'est vraiment ces phrases-là un petit peu qui m'ont permis, en fait, quand j'étais seule, très jeune, à l'âge de 16 ans, en me retrouvant loin de mon pays, loin de ma famille, qui m'ont vraiment permis de me dire non, le travail est un défi. Tout ce qui va m'arriver, ça va être pour un bien. Je vais pouvoir aller de l'avant, je vais pouvoir travailler. Donc, ça m'a beaucoup inspirée. Ok. Quel est ton indispensable? Alors, je crois que c'est Courrier International. Courrier International. Oui. Ok. Alors, on a un peu moins de temps, en tout cas pour moi, depuis que je suis maman de 3 enfants, pour lire. Avant, j'aimais beaucoup la lecture et je prenais vraiment un plaisir à le faire. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'il y a le format podcast, mais moi, je suis attachée quand même à la lecture. Et Courrier International est quand même un journal qui a quand même une rédactrice, je vais y arriver, en chef, incroyable, qui va aborder en fait tous les sujets importants, qui vont avoir des sources fiables, ça va être des traductions, des mots choisis de façon pertinente, et surtout une auteure, un esprit critique qu'on ne trouve pas dans beaucoup de journaux dans le monde. Ok. Est-ce que tu peux donner un conseil à une personne qui souhaite entreprendre? Oui, bien sûr, je lui dirais, analyse ta capacité à résoudre des problèmes de quelque sorte qu'ils soient, de façon quotidienne. Je pense que le plus grand atout d'un entrepreneur, c'est vraiment de savoir résoudre le challenge du jour. Il y en a tous les jours, hein. J'ai un chat avec des amis en France, ça s'appelle Les pépites des patrons. Et on ne poste que des choses drôles qui nous arrivent. Donc, par exemple, à Monterrey, la vitre de ma boutique avec le vent est complètement cassée en 1000 morceaux. Donc, voilà, ça, c'est les joies de l'entrepreneuriat. Tu te lèves, tu crois que tu vas avoir une journée tranquille, mais tu reçois un coup de fil. La vitre est cassée, il est arrivé ci, il est arrivé ça. Donc, forcément, ce sont des choses qu'il faut se rendre compte avant d'entreprendre. Ok. Beaucoup de flexibilité. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Andrea? Alors, Depiltech, tiré en bas, Mexico. Ouais. Je suis sur LinkedIn aussi, Andrea Tiburcio. Nous avons une page Depiltech également, au Facebook. Et puis sinon, au travers de Paul, je suis vraiment ouverte à toute rencontre. Je serais ravie de pouvoir participer et apporter ma pierre à l'édifice à cette odyssée managériale. Merci beaucoup, Andrea. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui et d'entendre ton parcours entrepreneurial entre la France et le Mexique. Merci à toi, Paul. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.